Bonsoir à tous. Le programme de Bouge la France ce soir. La remise à plat sur l'accord des 35 heures qui s'est opéré dans le Doubs, dans les usines de Peugeot Motocycle. Évidemment, ça pose quelques problèmes. Est-ce que c'est précurseur de tout ce qui va se passer en France dans l'avenir et dans un proche avenir? Jean-Louis Gombault va répondre à cette question. Ensuite, je reçois le sénateur Jacques Legendre pour parler de son mai 68 à lui. Il était jeune gaulliste à l'époque et évidemment, il l'a vécu de l'intérieur, mais de l'autre côté aussi. Ensuite, pour terminer cette Bouge la France de ce soir qui est un petit peu plus court comme tous les mercredis, eh bien on va évoquer les rats. On vous a posé la question sur Internet. Est-ce que vous avez peur des rats? C'est le début d'une campagne de dératisation à Paris. C'est un personnage, le rat, qui fascine, qui effraie et que l'on ne cerne pas. Alors on va essayer d'en savoir plus sur le rat avec mes différents invités. Voilà pour le programme de la soirée. Tout de suite, le journal. Excellente émission. Bonsoir à tous. Faut-il reporter la réforme des institutions? Aujourd'hui, la question sème le trouble au sein de la majorité. Mécontents du projet de loi, des députés UMP souhaitent que le texte ne soit étudié qu'à l'automne, le temps de trouver un consensus. C'est ce que demandait déjà le président du groupe PS à l'Assemblée, Jean-Marc Ayrault. Pour Roger Carucci, secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, pas question d'accepter un tel délai. Mais il affirme que le texte n'est pas figé et que le débat aura toute sa place. Violaine Vermogo. Des parlementaires déçus car la portée du texte est amoindrie. Le Parlement n'est pas autant revalorisé qu'il l'avait espéré. Par exemple, l'action gouvernementale sera contrôlée par la Cour des comptes et non par le Parlement. Pour plusieurs élus UMP, dont le président du groupe, c'est la douche froide. Donc je crois que c'est une erreur politique de le faire maintenant et surtout de le faire dans des délais aussi brefs. Il y a peu de chances qu'on ait aujourd'hui une majorité des 3/5 qui est requise pour modifier le texte constitutionnel. Cette grogne à droite va rendre difficile la recherche d'un consensus avec l'opposition, une opposition déjà bien remontée. Il n'y a pas urgence aujourd'hui à réviser cette constitution. Je ne vois pas pour quelle raison il faudrait se précipiter. Ce sont des résolutions qui vont entrer en jeu dans l'avenir. Donc il faut se donner le temps et nous serions favorables à ce qu'on puisse effectivement la repousser à l'automne pour travailler dans de meilleures conditions. Le gouvernement est prêt à accepter les amendements de droite comme de gauche, mais veut tenir son calendrier. Les conclusions du comité Balladur datent d'il y a 8 mois. Nous avons fait pendant 8 mois des consultations et de la concertation. Nous allons avoir 2 mois de débat parlementaire devant le Congrès. 10 mois pour préparer une réforme, ça paraît un délai convenable. Voilà. Donc en dehors des calculs politiciens, naturellement, nous démarrons. Le texte sera examiné le 20 mai à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, et si tout va bien, le 7 juillet au Congrès. Pour Jérôme Chartier, député UMP du Val d'Oise, la fronde émane des vilpinistes, notamment des députés François Goulard et Hervé Mariton. Jérôme Chartier était ce soir l'invité du 18h sur Public Sénat. On l'écoute. Moi, je ne voudrais pas qu'à l'occasion de cette réforme essentielle pour les pouvoirs du Parlement, il y ait quelques groupuscules ici et là qui prennent la parole et qui décident pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec le sujet à planter la réforme. Moi, j'ai été très frappé ce matin par le fait que 3 députés se soient exprimés ensuite dans la presse, en l'occurrence 3 députés proches de Dominique de Villepin, et je n'ai pas envie qu'on puisse avoir le sentiment que, à l'occasion de cette réforme institutionnelle, c'est le retour d'un certain nombre de personnalités proches de Dominique de Villepin qui ont un seul objectif, c'est de planter la réforme qui va donner énormément de pouvoir au Parlement et qui va être certainement la réforme qui va permettre de rééquilibrer les pouvoirs entre l'exécutif et le Parlement. Le Grenelle de l'environnement aura-t-il les moyens de son ambition? À peine bouclé, le projet de loi de Jean-Louis Borloo provoque déjà l'inquiétude des Verts. Il dénonce le flou sur les moyens qui seront mis en place, mais ils sont en accord avec l'esprit du texte. Louis Milano-Dupont. Au menu de ce texte, plusieurs grands chantiers qui reprennent les engagements du Grenelle de l'environnement. D'abord, le TGV avec la construction de 2000 km de lignes supplémentaires d'ici 2020. Ensuite, les transports en commun. Hors Île-de-France, ils seront multipliés par 6 en 15 ans. Côté habitat, l'État va inciter à l'isolation thermique. L'agriculture bio devra également progresser, pour atteindre 6% de surface en 2013, puis 20% d'ici 2020. Le projet de loi sera présenté fin mai en Conseil des ministres et débattu en juillet au Parlement. C'est pas un exercice artistique, le Grenelle. C'est la révolution écologique dont tout pays occidental a besoin. C'est obligatoire. Non seulement on n'a pas le choix, mais ça va être du bonheur. C'est pas ça passe ou ça casse. Ça passe, ça doit passer. Le texte passera-t-il en l'état alors que les caisses sont vides?
La rénovation thermique des bâtiments publics estimée à 29 milliards d'euros et l'extension du TGV, elle, à 70 milliards, suscitent des réserves des parlementaires. La majorité semble réticente et l'opposition plongée dans le doute. Je me réjouis de la volonté du gouvernement de traduire ça dans la loi, pour que ça ne reste pas évidemment au niveau des intentions. Maintenant, je dirais, tout reste à faire, et je suis un petit peu inquiet lorsque le gouvernement compte autant sur le Parlement, finalement, pour faire vivre le projet. Certaines réactions de certains collègues me laissent un petit peu inquiet. Dans ses principes, ce texte satisfait les écologistes et les associations de protection de l'environnement, même si le financement est loin d'être garanti. Nicolas Sarkozy en défenseur de l'Union pour la Méditerranée, c'est l'image qui a marqué la visite officielle en Tunisie qui s'est achevée aujourd'hui. Dans un discours prononcé devant des étudiants tunisiens, le président de la République a souligné les lacunes du processus de Barcelone mis en place en 1995. On l'écoute. Voilà, on va l'écouter dans quelques instants. Petit problème technique, on ne va donc pas écouter ce sonore de Nicolas Sarkozy. Sonia Mabrouk, vous avez fait partie de la délégation. Parmi les sujets qui font débat aujourd'hui, il y a le choix du siège du secrétariat d'Union pour la Méditerranée. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur cette question? Oui, alors tout à fait. L'Union pour la Méditerranée, dont les contours étaient flous au départ, a vraiment pris forme à Tunis. Il a été beaucoup question du choix du siège du secrétariat permanent de l'Union, et tout au long de sa visite, le président Nicolas Sarkozy a multiplié les points à l'endroit de la Tunisie, notamment sur l'émancipation de la femme, et les Tunisiens ont tendance à penser aujourd'hui que leur pays est le mieux placé pour accueillir le siège, d'autant que le président Ben Ali a été parmi les premiers dirigeants à saluer le projet de l'Union pour la Méditerranée. Alors du côté des officiels français, il a justement été beaucoup question de Tunis. Est-ce que la France a déjà arrêté une position, une préférence? Alors du côté français, on se garde pour le moment de confirmer. Peut-être par prudence diplomatique, c'est-à-dire pour ne pas attiser les jalousies que pourrait susciter au Maghreb le choix de la Tunisie. Sonia Mabrouk, je vous remercie. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, vous retrouvez Pierre Sled et ses invités pour Bouge la France. Dans le département du Doubs, on donne le là d'un nouveau donnant-donnant. Travailler plus pour conserver les emplois, cette remise à plat des 35 heures laisse pour l'heure Xavier Bertrand plutôt perplexe. Voilà qui méritait une explication. Elle est signée Jean-Louis Gombaud dans Bouge la France. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Pierre. Effectivement, hier soir, on a réagi instantanément à cette dépêche qui était tombée tard dans la soirée sur cet accord qui remet à plat les 35 heures aux usines Peugeot Motocycle dans le Doubs et dans le Haut-Rhin d'ailleurs. Et le patron de la CGC nous disait, il y a des moments, il faut savoir travailler plus pour maintenir les emplois. Nous, ce qu'on se demande aujourd'hui, 24 heures plus tard, c'est est-ce que cet accord va faire jurisprudence syndicale? Est-ce que ça va se généraliser en France? Alors si on compte, j'ai recensé l'ensemble de ce type d'accord qui a eu lieu en France depuis 2 ou 3 ans. Il n'y a qu'une dizaine d'entreprises qui ont fait cela. Ça a commencé avec le volailler Doubs dans la Sarthe. Vous avez eu Goodyear, vous avez eu Continental, vous avez eu Hewlett-Packard. Donc il n'y a pas eu tellement d'accords de ce genre. Et donc on peut penser que ça va se développer, mais pour l'instant on en reste. Alors parfois, dans la plupart des cas, les syndicats sont d'accord. Ils disent ce que disait Von Krondiest à votre micro hier, plutôt l'emploi que la fermeture de l'entreprise. Ouais. Ils sont d'accord. Et alors on peut prendre un autre exemple qui a eu lieu hier chez Goodyear. Dans l'usine du nord d'Amiens, les salariés ont dit non à 62%. Dans l'usine du sud de toujours Goodyear d'Amiens, les salariés ont dit oui. Hier, la direction a dit bon, puisque c'est ça, dans le Nord, on licencie 402 personnes, exactement le quart des emplois supprimés, et on baisse la production de 33%. Quant à l'usine du Sud, effectivement, comme les conditions sont maintenant plus rentables avec cette remise à plat des 35 heures, on investit, on se développe, et c'est là où on va mettre le paquet. Et donc c'est vrai que les syndicats sont pris un petit peu dans un étau. Alors est-ce que les patrons n'en abusent pas justement? Est-ce que ils font pas une sorte de chantage? Alors,
chantage, c'est ce que M. Bertrand ce matin a dit, il était un peu enquiquiné par cette histoire, il a dit bon, moi je comprends bien, mais enfin faut pas que ça soit présenté sous la forme d'un chantage. Madame Parizeau, toujours ce matin, a dit mais de quel chantage parlez-vous? Je parlerai d'un marchandage, je parlerai d'un troc. Le problème c'est qu'aujourd'hui les entreprises s'implantent là où c'est le plus productif, tout est ouvert, donc dans le cas de motocycles Peugeot, c'était soit Taïwan, soit l'usine du Doubs ou du Haut-Rhin pour lancer un nouveau modèle. Mais il fallait évidemment que l'usine du Doubs et du Haut-Rhin soient au moins aussi productives que celle de Taïwan. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a une variable d'ajustement structurel en France, c'est les accords 35 heures. Donc, des accords 35 heures qui ont été signés à peu près il y a une dizaine d'années dans l'ensemble des entreprises françaises. Et on se remarque que dans ces accords, les salariés ont été assez gagnants parce qu'en fin de compte, quand on a 10, voire 15 jours de RTT dans l'année, on s'aperçoit que les gens font non pas 35 heures, mais ils font plutôt 32 heures. Donc on arrive en grignotant un certain nombre de jours, en disant ça sera pas 12, ça sera pas 10, ça sera 2 ou 3, on arrive à les remettre sur les 35 heures et à partir de là, pour le même salaire bien entendu, on enlève les RTT et vous relevez automatiquement la productivité horaire des salariés concernés et vous les remettez plus ou moins à niveau avec les entreprises qui sont dans d'autres pays où le coût du salarial est beaucoup plus bas. Mais est-ce que dans l'avenir, chaque entreprise va faire ses propres règles, va les établir, alors évidemment en liaison avec les syndicats parfois, soit en faisant des référendums, même dans toute entreprise, est-ce que ça va se passer comme ça? Alors moi je pense qu'il y a un mot qui se développe, que vous commencez à entendre maintenant, c'est la démocratie d'entreprise. Vous commencez à entendre cette expression qui vient dans le vocabulaire économique et social, la démocratie d'entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, en France, vous ne pouvez pas déroger aux lois sur les 35 heures. On les a aménagées, on les a détricotées, mais elles restent toujours là. Au-dessus des 35 heures, vous payez les gens en heures supplémentaires. Monsieur Sarkozy a défiscalisé, mais il n'empêche qu'au-dessus de 35 heures, vous êtes toujours plus cher. Donc, vous avez donc là un obstacle au relèvement de la productivité horaire, c'est qu'à partir de 35 heures, vous parliez de timeline donc tout à l'heure, de toute façon, voilà, exactement. Donc à partir de là, on peut très bien imaginer. Monsieur Fillon l'a déjà laissé entendre et puis maintenant c'est remis sous le boisseau. La loi sur les 35 heures restera la loi générale et on peut imaginer que, sauf dans le cas où des entreprises accepteraient, soit par référendum ou soit par accord syndical, d'y déroger. Et à ce moment-là, on aurait donc... peut arriver partout en France, en fait. Les dizaines d'exemples, celle de motocycles, ils ne dérogent pas aux 35 heures, montrent que les salariés sont prêts à regarder cette histoire de près. Très bien, merci beaucoup. Belle conclusion, Jean-Louis. On va maintenant parler de mai 68. Retour sur mai 68 avec son mai 68 à lui, Jacques Legendre. Et oui, il y a 40 ans, mai 68, ses barricades, ses grèves et ses rêves. Mai 68, objet de mémoire et de polémique. Jacques Legendre a vécu les événements, la grande et les petites histoires. Le sénateur du Nord raconte sur Public Sénat dans Bouge la France son mai 68. Bonsoir Jacques Legendre. Bonsoir. Alors, vous aviez quel âge? Vous faisiez quoi au moment de mai 68? En 68, j'ai 27 ans. Je suis un jeune professeur de français au lycée de Fourmies, dans le Nord. Oui, très célèbre pour sa course cycliste en particulier. La ville de Fourmies est célèbre pour sa course cycliste et aussi pour son drame social de la fin des années 1880, la fusillade du 1er mai à Fourmies. Alors, évidemment, vivre mai 68 en province, c'est pas tout à fait la même chose que vivre mai 68 à Paris. Est-ce que vous avez une notion un petit peu de cette différence? Est-ce qu'il y avait même un contraste? Écoutez, j'étais déjà très engagé politiquement, puisque dès mon arrivée à la faculté, à Lille, en 1962, j'avais cherché s'il y avait des étudiants gaullistes. Je n'en avais pas trouvé. La fac de lettres dans laquelle j'étais était essentiellement dominée par une union des étudiants communistes extrêmement présente, quelques étudiants proches du PSU, les autres forces politiques pratiquement disparues, une extrême droite qui, elle, la nuit, plastiquait parce qu'elle était Algérie française. Extrême. Bon, alors entre les deux, ayant cherché et n'ayant pas trouvé des étudiants gaullistes, j'ai créé le mouvement des étudiants gaullistes. Ça s'est appelé l'Action étudiante gaulliste. J'en suis devenu le président national jusqu'en 65 à mon service, à mon départ pour le service militaire. Donc j'avais déjà un passé politique marqué par le sentiment qu'il y avait une incompréhension entre le régime de la Ve République, la personne du général de Gaulle et une large partie du monde étudiant.
et par la crainte qu'un jour cette incompréhension aille jusque, si vous voulez, au déchirement. Ouais, peut-être parce que De Gaulle n'incarnait pas la jeunesse, justement, de par son statut déjà. L'âge qu'il avait quand il était arrivé au pouvoir, c'était un homme de 68 ans, si vous voulez, marqué par des expériences précédentes. Les gens qui l'avaient accompagné, qui étaient arrivés dans la vie politique, avaient 40, 50 ans, ce qui pour les gens de ma génération semblait déjà un petit peu lointain. Puis il y avait eu des jeunes gaullistes en 58. Mais ils étaient souvent proches de l'Algérie française et ils s'étaient retournés contre le général de Gaulle parce qu'ils étaient restés Algérie française. Donc, en 62, on avait reconstitué un mouvement gaulliste qui a donné, après 65, moi j'étais en Afrique comme coopérant à ce moment-là, naissance à un puissant mouvement de jeunes qui s'appelle l'Union des Jeunes pour le Progrès, l'UJP. Je crois que quand on évoque les mouvements de 68, on figure c'est le général contre les jeunes. C'était beaucoup plus divisé que ça, si vous voulez. Il y avait aussi de nombreux jeunes qui soutenaient le général de Gaulle à Paris et en province, car j'avais aussi à Paris une section de l'action étudiante gaulliste qui était très présente dans les facultés. Mais c'est vrai que le mouvement de 68, qui concrétisait un peu ce que nous redoutions, nous a quand même surpris. Alors ça commence comment pour vous, mai 68 ? Bah, écoutez, comme tout le monde, j'entends à la radio qu'il y a des manifestations. D'abord, j'entends que après le 22 mars, qu'il se passe des choses un peu étranges à l'université de Nanterre. Bon. Moi, entre-temps, j'étais maintenant devenu un enseignant, j'avais un métier, j'étais prof dans une petite ville de province du Nord. J'avais du mal à comprendre les théories situationnistes et les formes nouvelles d'action. J'avais beaucoup affronté les étudiants communistes, dont je connaissais les modes d'action et de pensée. Ça avait un petit peu évolué. Eux-mêmes étaient en proie à des scissions à ce moment-là. Et peut-être un peu dépassé aussi par les événements. La façon Cohn-Bendit les surprend et me surprend aussi. C'était des méthodes, si vous voulez, un petit peu, mais en même temps, on était quand même préoccupés. Et puis, il faut pas oublier non plus qu'il se passait des mouvements étudiants extrêmement importants dans beaucoup de pays européens et aux États-Unis. Oui, c'était pas seulement un mouvement national. Comme ça m'interpellait, j'étais en train de lire une étude d'un sociologue américain, Student Activism, l'activisme étudiant sur ce qui se passait sur les campus américains. Et voilà que ça se produit en France à ce moment-là. Surprise et inquiétude. En même temps, le sentiment qu'une partie des revendications mises en avant par les étudiants, il y a sans doute des choses dont il faut tenir compte. Il y en a d'autres où j'y vois quand même une tentative de renversement très clair du gouvernement avec une. Alors, comment les jeunes gaullistes dont vous faisiez partie se sont organisés à ce moment-là? Est-ce que vous vous êtes dit il faut se regrouper? Est-ce qu'il faut avoir une stratégie? Laquelle est-elle? Moi, j'étais un peu à l'écart. J'étais plus tout à fait. Vous savez, les générations étudiantes, ça va vite. Ouais. La mienne, c'est celle de la fin de la guerre d'Algérie. C'était la lutte contre l'OAS, et en même temps l'affrontement contre l'extrême gauche. On était coincés entre les deux. Après, j'étais devenu enseignant. Je participais à un mouvement de réflexion proche des gaullistes qui voulait assurer la modernisation de l'université. Ça s'appelait Université moderne, donc on était avec des visées réformistes par rapport à l'université, mais sur le moment, il nous a fallu un certain nombre de jours, si vous voulez, pour prendre nos marques. Après, on a bien compris qu'il y avait un décalage entre l'opinion publique, qui voyait essentiellement des images de brutalité policière contre les étudiants, et un mouvement de fond, on pensait bien que le PC allait montrer son nez à un moment ou à un autre, qui visait quand même à renverser le régime, et éventuellement par la force. Et là, on était décidé, évidemment, à faire face. Vous avez craint ça, vraiment, à un moment donné, de 68 ? Oui, on a eu un moment l'impression que le régime vacillait. Je crois que tout le monde l'a ressenti. Le général de Gaulle n'a pas tout de suite, mais même avant, surtout à son retour de Roumanie, le général de Gaulle n'a pas trouvé tout de suite les mots qui convenaient. Sa première allocution n'avait pas été un succès. Georges Pompidou nous semblait, de ce point de vue-là, peut-être avoir compris davantage l'air du temps et s'efforçait de faire comprendre à l'opinion publique qu'il ne voulait pas la répression, qu'il voulait écouter les étudiants, apporter une réponse positive éventuellement à ce qui était acceptable, mais évidemment par contre faire face s'il s'agissait de renverser les institutions par la force. Alors concrètement, parce qu'il y avait eu ces manifestations qui étaient quasiment tous les soirs, notamment au quartier latin, que faisiez-vous pour essayer de contrecarrer ça, j'imagine, essayer de jouer un rôle? On a essayé de rassembler nos réseaux, d'envoyer des étudiants dans les facs pour savoir ce qui se passait. Je crois que, si vous voulez, d'envoyer nos propres militants pour voir si on pouvait être informés, s'organiser. Les pouvoirs publics étaient surpris.
L'appareil d'État vacillait. C'était une époque où le transistor existe, mais la radio, justement, était assez largement l'écho de ce qui se passait à Paris. Mais par contre, le téléphone ne fonctionnait plus. Les centraux téléphoniques étaient occupés par des agents grévistes qui coupaient les communications si ce qu'ils entendaient ne leur plaisait pas. Donc nous avions des problèmes de communication tout à fait réels. Moi, je passais la frontière, j'étais près de la frontière belge, il fallait que j'aille faire le plein en Belgique, que je prenne ma voiture, que je défende à Paris pour prendre des instructions, que je revienne dans le Nord, que j'aille voir un par un les responsables de nos mouvements, ou j'aille à Lille, si vous voulez, tout en occupant mon lycée avec 17 professeurs non grévistes pour répondre aux attentes de nos élèves qui préparaient le bac et qui voulaient passer leur bac et qui n'avaient pas envie d'être en grève. Situation curieuse. Il y a un mois, à votre place était assis un ancien policier qui avait vécu de l'autre côté des barricades et pour cause mai 68. Il nous disait que il y avait une certaine désorganisation, y compris dans leur hiérarchie. Il y a des moments où il n'avait plus d'ordre de personne. J'ai vécu des moments curieux. Il m'est arrivé d'aller à sa demande voir le préfet du Nord à Lille, qui n'était plus sûr du corps urbain de police, qui n'avait plus de renseignements qui remontaient et qui cherchait à savoir ce qui se passait sur le campus. Alors nous, on allait le soir voir sur le campus s'il y avait des mouvements suspects, etc. En se demandant. Et ce qui était frappant aussi, c'était vrai aussi dans ma ville de Fourmi, tout le monde avait peur de tout le monde. Personne ne voulait se faire mal, mais la gauche, les communistes qui étaient à la mairie de Fourmi, se figuraient que les gaullistes, plus ou moins fascistes, allaient prendre d'assaut la mairie, et nous, on s'attendait à être pris par surprise dans notre lit le soir, ou Dieu sait quoi. Donc chacun avait un petit peu peur de tout le monde. Et finalement, on a tous été très prudents, et c'est un mouvement qui a duré un mois, et qui a eu très peu de, Dieu merci, si vous voulez, de victimes civiles graves. Oui, absolument. Vous connaissez le débat actuel, que nous a légué mai 68, on a entendu ce qu'en pensait le président de la République. Qu'est-ce que vous trouvez de positif dans mai 68, 40 ans plus tard? Il y avait une génération nouvelle, qui était la mienne, qui exprimait un certain nombre sur le plan social d'approche nouvelle. Je crois qu'il fallait... Y compris à l'intérieur des jeunes gaullistes. Oui. Ça a fait évoluer votre façon de faire de la politique? Écoutez, je n'ai pas partagé l'avis de l'UJP après qui disait la révolution avec De Gaulle. C'est pas De Gaulle qui allait faire la révolution, il pouvait pas à la fois incarner l'État et la révolution. Mais par contre, apporter une réponse réformiste à un mouvement révolutionnaire, ça me paraissait tout à fait nécessaire. J'ai soutenu par exemple les réformes universitaires que voulait Edgar Faure et qui étaient pour partie déjà en gestation avant. Dans le mouvement Université moderne auquel je participais, nous étions pour partie déjà sur ces bases-là. Je ne dirais pas sur le tout, mais il nous semblait nécessaire de tenir compte de ce qui avait été dit. Je dois dire quand même que les structures étaient très figées en France et que le gouvernement, avant mai 68, avait engagé des réformes universitaires auxquelles s'opposaient farouchement les syndicats de gauche, qui diraient par exemple maintenant que les IUT, l'Institut universitaire de technologie, était dénoncé comme quelque chose d'épouvantable, car on allait faire jouer à l'enseignement supérieur un rôle de préparation à la professionnalisation. On disait, vous livrez le monde enseignant aux entreprises. Les collèges d'enseignement secondaire, qui avaient été créés massivement par la Ve République, n'étaient pas très bien perçus non plus par les mouvements enseignants de l'époque, alors que la Ve avait commencé à ouvrir massivement le collège et le lycée à la population scolaire. Donc il nous fallait aussi faire avancer les choses. Et dans ce mouvement révolutionnaire, il y avait une part de revendication qui me paraissait à moi réactionnaire. Refuser, par exemple, que l'université se mêle de la formation professionnelle supérieure, ça me paraissait quelque chose d'un peu aberrant. Pour terminer, ce sera ma dernière question. Vous avez été engagé avant mai 68 politiquement. Est-ce que mai 68 a été déterminant pour vous dans votre carrière pour devenir un homme politique? Déterminant, non. Le hasard a fait qu'en juin 68, on m'a proposé d'être candidat à la députation, tout jeune, à Maubeuge. Puis j'ai eu un accident de voiture, j'étais tellement épuisé par tout ce qui s'était passé, qui m'a empêché d'être candidat et j'ai été élu la fois d'après en 73. Bon, c'est pas un élément, je pourrais que ça l'a pas accéléré, ça a renforcé mon sentiment qu'il nous fallait soutenir un certain nombre de réformes et avancer avec notre temps,
tout en soutenant l'action du général de Gaulle, qui avait été un réformateur, qui nous avait sorti de la médiocrité de la 4e République et qui surtout avait rendu à la France une situation respectée. Ce qui avait marqué ma jeunesse, ce qui avait déterminé mon engagement, c'est le sentiment que sous la 4e République, la France n'était pas respectée et qu'elle était, pour les autres pays, pratiquement un objet de risée, ce qui me paraissait insupportable. Je voudrais dire aussi, si vous le permettez, que pour beaucoup de jeunes également, la 5e République avait permis l'accès à l'enseignement secondaire. Mes parents avec leur certificat d'études, par exemple. Et que donc, à l'inverse d'autres, parisiens peut-être, pour qui c'était naturel d'aller dans l'enseignement, nous étions reconnaissants au régime d'avoir favorisé l'accès à l'enseignement. Et voilà pourquoi c'est une raison également que nous avions tout à fait fondée de trouver que finalement il fallait le défendre. Très bien, merci beaucoup Jacques Legendre, merci d'être venu vous raconter votre mai 68. On va maintenant parler de la dératisation à Paris, un autre problème. Il faut éliminer ces millions de bestioles qui courent dans nos caves et greniers. Les rats ont envahi Paris, les autorités n'en veulent plus. On dératise à tout va dans la capitale. Ces rongeurs ont leurs experts. Ils sont sur le plateau de Bouge la France. Imad Ounissi, il dératise chez Euroclean. Michel Dancel est écrivain et Jean-Roch Gaillet, directeur des services vétérinaires de la préfecture de police de Paris. Oui, on va parler de la dératisation. Bonsoir messieurs, mais on va parler aussi des rats parce que c'est un personnage qui intrigue. On vous a posé la question, est-ce que les rats vous font peur sur Internet? On a beaucoup de sentiments justement. Il y a à la fois une sorte de fascination, de crainte aussi, et puis il y en a qui aiment beaucoup les rats. On va essayer d'en savoir plus, notamment avec vous, Michel Dancel, qui avait qui suivait ça de près depuis très longtemps. Mais je voudrais commencer par la dératisation parce que c'est notre point de départ. Il y a 2 millions de rats à Paris, ça fait quasiment 1 par habitant. Est-ce que c'est une tendance qui se développe? Est-ce que c'est un chiffre stable? Ce qu'il faut savoir, c'est que la population de rongeurs, elle est difficilement quantifiable. On dit généralement qu'il y en a un par habitant, mais certaines personnes disent jusqu'à 2-3 par habitant. Ah oui. Donc, et d'où l'utilité de dératiser. La campagne de dératisation lancée par la mairie de Paris a été faite entre autres pour dératiser à la même période, que ce soit la mairie, les particuliers, les restaurateurs, bien les syndics, fassent... Oui, que ce soit une action commune. Exactement, commune pour dératiser ensemble à la même période et arriver à un résultat efficace. Si chacun dératise de son côté, on voit que l'efficacité elle est moins importante parce qu'il se développe. Si c'est pas dans les égouts, ils vont se développer dans les caves ou dans les autres endroits. Est-ce que Jean-Roch Gaillet, est-ce qu'il y a des rats absolument partout? Est-ce que c'est par période? On sait en fait, en gros, vous êtes en train de nous dire qu'on sait pas vraiment le nombre de rats à Paris. Comment on sait que c'est le moment que, voilà, il y a un moment, il y a urgence? Non, mais déjà sur le nombre de rats, il faut rester tout à fait humble par rapport à nos connaissances. Le parc de Chambord, muré, isolé, protégé, on n'arrive pas à savoir combien il y a de cerfs dans ce parc. Des cerfs qui font entre 150 et 300 kilos. Donc dire le nombre de rats à Paris, c'est très difficile. Les estimations comparables avec des villes américaines ou Londres, ville comparable parce qu'il y a de l'eau, parce qu'il y a des bras d'eau, des bras morts, qui intéressent bien les rats, amènent à des chiffres plutôt de l'ordre de 4 rats par habitant, ce qui ferait 8 millions de rats pour Paris. Mais la donnée, si vous me disiez c'est 1 rat par habitant ou 10 rats par habitant, c'est pareil. C'est dans cette frange-là de 1 à 10 rats par habitant. Ah oui. Mais alors à quel moment, qu'est-ce qui déclenche le fait qu'à un moment donné, on dit, bah voilà, faut y aller sur la campagne de dératisation? Quels sont les chiffres, quels sont les signes qui font que voilà, faut y aller? Les chiffres qui font qu'il faut y aller, c'est que le nombre de plaintes qui sont déposées à la préfecture de police ou directement chez nous. Ah, c'est comme ça que vous savez. Ah, tout à fait. C'est par un nombre de plaintes et aussi par rapport à ce que les inspecteurs qui tournent sur le terrain constatent de bâtiments abîmés, de plaintes de clients dans des restaurants qui ont vu passer un rat ou de matériel qui a vraiment été détruit par les rats, puisque ces animaux qui sont quand même tout à fait à même d'attaquer une porte, du
ciment, de faire un passage pour accéder à une cave où ils ont senti quelque chose qui leur plaisait. Ce sont des animaux quand on dit que le rat bouffe tout, c'est pas une légende, quoi. Quasiment. Faut savoir, pour le rat a les gencives de devant qui poussent constamment. Il a un besoin naturel de ronger. Et c'est pour ça que sur le terrain, en tant que société intervenant sur le terrain, on voit des pans de murs de béton, comme on vient de le dire, qui sont mangés par les rats. Ouais. Ah oui, à ce point-là. Michel Danzel, est-ce que le rat est notre ennemi? Je ne pense absolument pas que le rat soit notre ennemi. A fortiori, parce que j'en suis, oui, mais là, vous avez le plus mauvais exemple, vous avez la brigade anti-rat, avec un dératiseur de Bellefutay qui est venu à la rescousse. Moi, mon rôle est d'être l'avocat du rat, et je me déplace, je vais partout dans le monde, et j'interviens auprès des médias pour défendre mon client, The Rat. Where is the rat? There is hope. Tant qu'il y a du rat, il y a de l'espoir. Et finalement, chacun a le rat qu'il mérite. Pourquoi le rat est sympa alors? Non, c'est pas une question de sympa. Je veux dire que dans toutes les disciplines du savoir humain, mon client a toujours été présent. Alors bien sûr, on jette l'anathème sur le Rattus norvegicus aujourd'hui, plus que sur le Rattus ratus. Mais c'est quoi la différence? La différence, c'est que le Rattus ratus est le rat noir qui a pratiquement disparu, alors que le Rattus norvegicus est ce que l'on appelle le surmelot ou le rat gris, celui qui a besoin d'un lieu humide et qui est le villégiateur de nos caves, de nos égouts, en règle générale. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que chacun a le rat qu'il mérite. Mais c'est-à-dire que dans Paris, je ne sais pas, on fait pas. Qu'est-ce qu'on fait de mal pour mériter ces rats, ou nos rats, est-ce qu'ils sont moins nocifs que ces messieurs le disent? Non, les rats sont là pour mettre en exergue des situations absolument inadmissibles. Là où il y a rat, il y a une faille du côté des hommes. Voyez-vous, le rat est un épiphénomène. Lorsqu'un nourrisson se fait grignoter le potelet de la cuisse, le potelet du bras, ou le croquant de l'oreille, ou le croquant du nez, je me réjouis. Et comme disait le général de Gaulle, il faut des victimes. Je suis triste, bien évidemment, pour la victime, mais je suis là pour défendre mon client, le rat. Parce que comment se fait-il que dans un pays comme la France, qui était arrivé à un haut degré de perfectionnement dans le domaine des sciences et des techniques, qu'il y ait des rats qui puissent cohabiter avec des enfants? C'est qu'il y ait une malfaçon quelque part. Alors bien sûr qu'il y ait des brigades de répression pour réprimer mon client. Après tout, pourquoi pas? Mais si vous voulez, le fond du problème se situe ailleurs. Il faut prendre le problème en avant. Qu'est-ce que ça amène comme maladie, le rat? Non, mais déjà, sur cet aspect-là, le rat qu'on ne voit pas, c'est parfait. C'est normal, dans les équilibres de toutes les villes où il y a de l'eau, il est dans l'écosystème. Mais le rat qui s'approche d'une activité humaine, pire de la nourriture et encore pire d'enfants, comme le disait le président, ça c'est complètement inacceptable. Donc nous, notre but, c'est un but d'atteindre un équilibre où les rats sont dans les parties égouts, cachés, et là je pense pas que l'éradication soit possible, que l'élimination de cette population soit possible. Mais est-ce que c'est bien d'avoir des rats dans les égouts? Est-ce qu'ils participent, vous parlez d'écosystème, est-ce qu'ils mangent tout ce qui est de nocif dans les égouts, ou est-ce que c'est bien en soi? Non, mais c'est quelque chose contre lequel on ne peut pas arriver à éradication. On peut pas éliminer dans l'état actuel des compétences qu'on a. Quand vous dites qu'on ne peut pas éliminer, est-ce que ce serait souhaitable qu'il n'y ait pas de rats du tout? Ou est-ce que c'est souhaitable qu'il y en ait quand même? La situation sans rat n'existe pas. Depuis toujours, il y en a eu. Donc il est difficile d'estimer ce type de situation. Cela étant, il n'y en aurait pas dans les égouts, nous n'en aurions ni dans les restaurants, ni dans les appartements. Ça serait aussi simple. Mais peut-être qu'il y aurait autre chose, du coup, comme ils font partie de l'écosystème. Notre but, en tant que dératiseur, c'est de ramener le seuil de population de rats à un niveau, à un seuil acceptable. Tout simplement. Oui, je veux dire que les dératiseurs n'ont pas du tout intérêt à clamer vive l'extermination du rat. Sans quoi, ce serait évidemment la chute et la disparition de leur profession. Vous comprenez? Donc, il faut quand même qu'il y ait des rats. Il faut qu'il y ait des rats. Et alors, j'en profite, puisque je suis à l'antenne d'un lieu de prestige.
pour rappeler... Je sais pas s'il y a des rats au Sénat, je pense pas. Oh, il y en a partout. Au fond des à l'Assemblée nationale, à l'Élysée, il y a des rats partout. Hein. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que la devise de la très sérieuse Académie internationale du rat, que j'ai fondée en 1975, est liberté, égalité, fraternité. Une formule pour la postérité. Très bien, très bien. Ces rats, on les tue comment? Comment vous faites? Alors, on procède à plusieurs techniques, soit par du piégeage ou par de l'empoisonnement. Il faut poser de 8 millions de pièges. Quand on intervient certaines personnes, que ce soit des restaurateurs ou des particuliers, ils tiennent à poser également, à accompagner notre intervention par du piégeage. C'est tout simplement la pose de plaques de glu sur les endroits de passage du rongeur, sur lequel le rongeur va passer naturellement et il va être pris par la glu qui va le retenir. Il y a d'autres systèmes. Et donc en fait il est capturé vivant? Il est capturé en fait vivant, pas toujours, parce que la plupart du temps l'animal meurt par crise cardiaque. Parce qu'il a peur. C'est un animal qui stresse énormément, la souris en l'occurrence, stresse énormément et il n'a pas un cœur solide. Voilà, meurt par crise cardiaque. Et il y a d'autres techniques de piégeage qui consistent c'est une boîte où on attrape l'animal vivant, l'animal rentre dans la boîte et il y a une petite roulette qui permet de le faire rentrer dans une petite prison et la personne peut l'accueillir vivant. Si c'est un rat après vous le tuez, ou une souris, le tuer, ou bien directement, si c'est une petite souris, aller l'éloigner, puis si on n'a pas envie de le tuer, l'éloigner un peu plus. Alors ça c'est une technique, mais l'autre technique, j'imagine que pour tuer des millions de rats, il faut pas poser des pièges un par un. La technique, c'est de l'empoisonnement. 80% de notre travail, c'est de la pose de poisons qui sont disposés à l'intérieur de boîtes rigides qui mettent le poison en sécurité en cas de présence d'animaux, parce que les clients peuvent avoir des animaux ou avoir tout simplement des enfants en bas âge. Et le poison, qui est très puissant, c'est un anticoagulant qui est disposé à l'intérieur de boîtes rigides, fermées à clé. Seuls nous avons les clés. Le rongeur, il y a un petit passage pour le rongeur pour lui permettre de rentrer à l'intérieur et de manger du produit. D'accord, mais ça, je veux dire, tout le monde est capable de le faire. Mais quand là, vous nous dites qu'il y a une campagne de dératisation, qu'est-ce que vous faites de plus? Il n'y a pas des produits qui sont massifs, on va dire? Alors, les produits qui sont vendus dans le commerce n'ont absolument rien à voir avec les produits qu'on utilise. Les produits qu'on utilise, on doit disposer d'un agrément du ministère de l'Agriculture pour pouvoir se procurer ces produits. Mais c'est toujours sur le principe des graines et tout ça? Voilà, et graines, pâtes, et en fait ce qui change, c'est la substance active qui est plus concentrée dans nos produits à nous et donc qui est plus nocif. Et l'application de ces produits-là nécessite une formation et un agrément qui est distribué par le ministère de l'Agriculture. Jean Gaillet, qu'est-ce que peuvent faire les Parisiens pour vous aider à cette déradisation à partir du moment où elle est décrétée? Moi, je suis sur l'approche où vraiment le but est de combattre les rats qui sont proches des activités humaines. Ce qui veut dire que, comme c'était abordé tout à l'heure, il faut éviter de les faire venir. Et la première mesure, c'est vraiment du nettoyage. On a une ville qui est propre, dont les services municipaux nettoient après un marché, tout est nettoyé. Mais si juste à côté, vous avez une cave dans laquelle sont stockées des ordures ou de la nourriture accessible aux rats ou aux souris, ou des collecteurs d'égouts qui sont fissurés, à travers lesquels les animaux peuvent passer et remonter. Donc le premier but, nettoyer. Le deuxième but, faire les travaux nécessaires pour que les rats n'aillent pas au contact justement d'activités humaines. Michel Danzel, quelle personnalité a le rat? Il paraît qu'il y a des rats qui sont d'une certaine façon, d'autres différents, un peu comme les hommes finalement. Mais je dois vous dire que dans la hiérarchie de l'intelligence animale, chez les mammifères terrestres, le rat arrive en deuxième position. En fait, c'est l'homme qui arrive en première position, en deuxième position le chimpanzé, et en troisième position le rat. Mais comme il y a plus de chances de croiser dans un égout un rat qu'un chimpanzé, dans un grenier ou dans une cave un rat qu'un chimpanzé, on peut dire d'une façon très certaine que le rat qui vit au basque de l'homme depuis toujours arrive en deuxième position. Ouais. Est-ce qu'il est affectueux, le rat? Est-ce qu'il peut être affectueux? Le rat a énormément d'affect, c'est un animal sensible. Sensible du cœur, visiblement. Pour vous montrer la mauvaise foi de nos contemporains immédiats qui ont des réactions quasi pathologiques dès qu'on leur parle du rat,
C'est que si on leur dit oui, mais au lieu d'un surmulot, ou au lieu d'un ratus, c'est-à-dire d'un rat noir, il s'agit d'un rat blanc, les personnes reviennent sur leur décision et vous disent, ah bien si le rat est blanc, c'est différent. Ce qui montre bien que c'est mental, et ce qui montre bien que le rat le plus redoutable n'est pas celui que l'on croise dans un égout, c'est pas celui que l'on croise dans une cave ou dans un grenier, c'est celui qui déambule 4 à 4 dans les corridors de notre cerveau. Je voudrais juste dire à mon collègue, on n'a rien contre le rat en lui-même. Parce qu'il faut savoir, le rat en tant qu'animal, il n'est pas plus sale ou plus dangereux qu'un chat. C'est ça, parce qu'on croit qu'il est sale, qu'il porte des maladies. Ou qu'un lapin ou qu'un chien. C'est pas plus que ça. C'est l'environnement dans lequel il se trouve qui favorise le fait d'être vecteur de maladies. On prend un chat, on le met dans les égouts, il vit dans les égouts, ça va être exactement la même chose. Aussi, je veux rebondir sur votre question. Le rat a un comportement particulier dans le sens, nous, en tant que dératiseurs sur le terrain, on a un petit peu plus de mal par rapport à la souris. La souris, quand elle voit un appât, elle se dit je vais aller voir, elle est curieuse, elle va aller sauter sur l'appât. Alors que le rat, il est très méfiant. Quand il voit le poison, la souris elle est un peu con. Voilà, elle est un petit peu folle, curieuse, elle veut jouer. Alors que le ret, quand il passe par là, il dit moi hier je suis passé par là, je l'ai pas vu. Je me méfie. Et donc il va contourner l'appât et il va repasser comme ça 2-3 fois. Il va envoyer une souris. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que le rat et la souris ne se rencontrent pas. Quand il y a du rat, il n'y a pas de souris. Est-ce qu'ils se mangent entre eux, les rats? Est-ce qu'ils se font la guerre? Quand la population est importante et que le territoire est petit, il y a des rivalités qui se créent entre les mâles et c'est le plus gros qui reste. Oui. Michel Danzel. Les hommes en voiture décapotable sont beaucoup moins agressifs que les hommes qui sont enfermés dans un véhicule. C'est évident. Et je suis très heureux des propos de notre ami dératiseur, alors que l'homme de la situation qui est là, qui représente la préfecture de police, c'est vraiment la répression. Alors, bien évidemment, c'est sa fonction, c'est sa responsabilité. Il a tout l'éventail des bonnes raisons, n'est-ce pas, pour exercer en toute sérénité, en toute tranquillité d'âme, sa profession. Mais, pour ma part, je dirais que si le rat transmet certaines maladies à l'homme, on ne parle jamais des maladies que transmet l'homme au rat. D'accord. Pour terminer, Jean-Roch Gaillet, là, il y a cette campagne de dératisation. Qu'est-ce qu'on peut demander aux Parisiens? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les bons réflexes? Alors, plusieurs choses. D'abord, les endroits où il n'y a jamais eu de rats et où on voit arriver des rats, c'est le moment idéal pour intervenir. Il ne faut pas laisser des rats s'installer au contact de l'activité humaine. 2, comme je vous le disais, les ordures enfermées ou nettoyées, pas de détritus alimentaires, parce que je dirais quand même que le rat étant aussi très agile et très adroit, réussissant à grimper partout, va mettre des crottes dans la nourriture, dans les magasins, dans les restaurants, c'est pas acceptable non plus. Et enfin, quand il y a des travaux à réaliser, que les copropriétés, le restaurant qui est installé, le propriétaire d'appartement se mettent d'accord entre eux pour, en effet, repousser les rats dans leur domaine et ne plus du tout les avoir au contact de l'activité humaine. Merci beaucoup, c'était passionnant. Franchement, sur les rats, on a appris beaucoup de choses. Je voulais juste, parce qu'il y a eu énormément de réactions, je veux dire, pas curieusement, puisque c'est sans doute normal, je vous dis que ce personnage fascinait les gens. Alors là, j'ai quelqu'un qui a très très peur des rats. Elle est terrifiée, me dit-elle, et j'en suis au point que je ne passe même pas à côté d'une poubelle. J'ai une telle phobie que je suis convaincu d'avoir la forme d'un rat sur la rétine. Donc voilà, elle y est, elle. Et j'irais bien consulter un psy, mais je crains tellement qu'on me confronte à un rat que je n'y vais pas. Voilà, pour dire que effectivement le rat intrigue. Merci beaucoup messieurs, on va remercier également Orséane Rousseau qui a réalisé cette émission, Pierre-Henri Gergonne qui lui a 4 rats chez lui, et puis Hélène Leverde et Marie Billon qui ont préparé cette émission, c'est notre petite rate à nous. Merci, face à nous Bernard Thibault tout de suite, au revoir, et Michel Grossier bien sûr, au revoir, merci beaucoup.
souhaitez réagir à cette émission, poser des questions, débattre, regarder en accès gratuit et illimité la chaîne en temps réel ou les programmes en VOD, rendez-vous sur www.publicsénat.fr. Et tout de suite, Face à nous, le grand rendez-vous politique de Public Sénat, animé par Michel Grossior. On connaît dans chaque hémisphère notre canne-pierre. Depuis 20 ans, Michel Sanson et Jean-Louis Comolli filment les soubresauts politiques de leur ville. Le clientélisme marche à tout va. Monsieur Gaudin est venu le maître de l'univers en matière de clientélisme. Dans les Clés de Marseille, ils ont suivi les coulisses des élections municipales de 2008 et la victoire sur le fil de Jean-Claude Gaudin face à Jean-Noël Guérini. Oh oui, alors là en plus il est menteur. Qui est le menteur, monsieur Sanson? Les Clés de Marseille, c'est le documentaire de la semaine sur Public Sénat. Il n'y a plus de Gaudin là? Bernard Thibault, le secrétaire général de la CGT, est l'invité de Face à nous. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation alors que s'annonce un mois de mai agité dans la rue, manifestations en cascade pour les salaires, les retraites, l'emploi dans la fonction publique. Pour vous interroger ce soir, Yannick Halimi du Parisien aujourd'hui en France, notre partenaire pour ce rendez-vous de Public Sénat, Jean-Christophe Chanu de La Tribune et Rémi Barou du Monde. Le casse-tête du financement des retraites. D'abord, Laurence Parisot a son idée pour favoriser l'emploi des seniors, qui est aussi l'une de vos préoccupations. La présidente du MEDEF propose de reporter à 62 ans l'âge légal du départ. Qu'en pensez-vous ? Ce n'est absolument pas une déclaration très surprenante, pour ne rien vous cacher. C'est même à se demander pourquoi la présidente du MEDEF se limite à exiger un report de l'âge de départ en retraite à 62 ans et non pas 65, 70. Ça relève tout à fait de la logique patronale. Dans une période où, il faut le rappeler, notre pays se caractérise en Europe par étant le pays où les salariés sont renvoyés des entreprises de la façon la plus précoce qu'il soit dans toute l'Europe. La moyenne d'âge de cessation d'activité, c'est 58 ans. Donc il est curieux de la part des organisations patronales aujourd'hui de demander que l'on puisse bénéficier de la retraite uniquement à un âge plus tardif, en l'occurrence 62 ans, alors que les salariés cessent leur activité en moyenne à 58 ans, et principalement parce qu'ils sont licenciés. Alors en substance, elle déclare, Laurence Parisot, que la retraite à 60 ans a en quelque sorte écrasé la pyramide des âges. Non, moi je ne crois pas. Et de ce point de vue-là, la déclaration que viennent de formuler les 5 confédérations syndicales, on va sans doute y revenir pour justifier le rappel à se mobiliser le 22 mai, réaffirme la retraite et le droit à la retraite à 60 ans. C'est un point important de convergence syndicale. De ce fait, nous sommes d'accord. Maintenant, il faut bien aussi remarquer, ça fait partie des points de désaccord importants avec l'approche gouvernementale au stade actuel, que si l'on s'oriente avec un système qui systématise le cumul emploi et retraite, il est un fait que le droit au départ à la retraite à un âge repère, en l'occurrence les 60 ans, va se diluer de plus en plus. Et c'est à se demander d'ailleurs s'il demeurera en droit dans notre pays un droit effectif au départ à la retraite à un certain âge. Donc, quelque part, Madame Parisot va plus qu'obtenir satisfaction si on s'en tient au mécanisme que nous prépare le gouvernement. Yannick Halimi. Bernard Thibault, vous dites que la proposition de Madame Parisot n'est pas surprenante, mais est-ce que les propositions de Xavier Bertrand le sont plus? Parce qu'après tout, les 41 années de cotisation étaient contenues dans la loi Fillon de 2003, pardon. Donc on peut se demander aussi pourquoi ce mécontentement, cette mobilisation générale sur des dispositions qui étaient connues depuis 5 ans déjà. Mais pour une raison simple, d'une part, il ne faut pas oublier que la réforme des retraites en 2003 ne s'est pas faite sur la base d'un consensus général. Je rappelle les nombreuses manifestations, les arrêts de travail qu'il y a eu à l'époque. Et souvenez-vous, une part de la contestation a d'ailleurs reposé sur le fait que le gouvernement s'est appuyé, certes, sur un accord avec une partie des organisations syndicales, mais qui était loin de représenter la majorité des salariés concernés par cette réforme. C'est donc, au total, quand même une réforme qui a largement été imposée et subie par les salariés.
Et quand j'entends dire aujourd'hui, il n'y a pas d'élément nouveau qui intervient de nature à conduire le gouvernement à revoir les dispositions qui ont été arrêtées en 2003. C'est vrai qu'on manque toujours autant d'argent. Hein. S'il y a des éléments nouveaux, moi je veux dire, il y a un élément nouveau. C'est l'appréciation de la diminution du niveau des retraites versées due aux réformes de 2003. On ne peut pas simplement dire, comme pense le faire le gouvernement, il suffit de continuer dans la même logique que ce qu'avait prévu la réforme précédente, 2003. Pour une raison simple, elle produit une diminution du niveau des retraites. Ça n'est pas un hasard si quelques jours avant les élections municipales, les 5 confédérations de retraités ont organisé aussi une manifestation sur le pouvoir d'achat des retraités. Souvenez-vous, au mois de février, ça a été une des mobilisations qui ont valu beaucoup de commentaires. Il y a donc une baisse importante du pouvoir d'achat des retraités salariés due aux mesures prises en 2003. Et ce que l'on propose de faire, c'est donc de rester dans la même logique, donc d'aggraver encore un peu plus la situation. Jean-Christophe Chanu pour la Tribune. Oui, Bernard Thibault, donc vous êtes contre que l'âge de la retraite passe à 62 ans, vous êtes contre les 41 années de cotisation à l'horizon 2012. Or, si on ne fait rien, le déficit du régime général de retraite sera de 11 milliards en 2012. Du coup, quelles sont vos propositions alternatives pour éviter ce déficit? Il y en a plusieurs, mais je remarque que à la deuxième rencontre avec le gouvernement sur ce sujet, nous avons fait le constat qu'aucune des pistes, et pas simplement formulées par la CET, d'autres organisations syndicales, voire même d'autres organismes. Je pense par exemple aux remarques de la Cour des comptes qui a suggéré que s'agissant du financement des prestations sociales, et notamment s'agissant des retraites ou de la sécurité sociale, on envisage de faire cotiser l'ensemble des revenus, des éléments de rémunération, qu'il s'agisse d'éléments qui reviennent aux salariés, intéressement, mais aussi stock option, participation, voire, pourquoi pas, c'est une de nos revendications, certains éléments des revenus financiers. Il n'y a pas de raison, selon nous, alors que depuis 20 ans, on demande aux seuls revenus salariaux de réunir les moyens financiers pour financer les retraites, qu'on ne s'interroge pas sur le bien fondé que d'autres éléments de rémunération soient soumis. Alors, on vit de plus en plus longtemps. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous souscrivez à cette idée? Non, ça, je pense qu'il y a un débat nécessaire dans le pays qui n'est pas suffisamment alimenté et entretenu. Et de ce point de vue-là, on comprend que le gouvernement ne veuille pas que le débat s'installe vraiment et s'en tienne. On a fait l'essentiel de la réforme en 2003, on n'y revient pas fondamentalement, on reste sur la même logique. Mais on ne s'arrête pas... Le débat, il est constant, depuis des années quand même. Oui, mais on ne peut pas dire qu'on... Vous souscrivez à l'idée qu'effectivement, avec l'allongement de la durée de la vie, il faut bien se résoudre à travailler plus longtemps? Non, moi je conteste cette approche qui consiste à dire qu'il y a un automatisme entre l'allongement de l'espérance de vie globale, qui est un fait, qui doit forcément déboucher par un allongement de la période au travail. Pour une raison simple, c'est que déjà aujourd'hui, un des problèmes majeurs de notre pays, c'est le taux d'emploi de la population en âge de travailler. Les jeunes sont plus privés d'emploi que les autres jeunes en Europe. On a un âge d'entrée en moyenne dans la vie active beaucoup plus tardive que dans les autres pays européens, et je vous l'ai dit, on finit sa carrière professionnelle beaucoup plus tôt parce qu'on est licencié plus tôt que dans les autres pays européens. Donc on voit bien qu'aujourd'hui déjà, la contrainte d'allongement de la durée de cotisation, qui ne sera pas atteinte par une population de plus en plus large des salariés, aura comme seule conséquence de diminuer le niveau des retraites versées. Et j'ajoute un paramètre très important qui n'est absolument pas pris en compte, et nous l'avons dit au gouvernement, sur son approche actuelle des réformes qu'il se propose de mettre en œuvre, c'est la reconnaissance de la pénibilité des métiers. Parce que lorsqu'on parle de l'accroissement de l'espérance de vie moyenne, nous n'avons toujours pas de réponse à la revendication commune à tous les syndicats de salariés, qui est, vous le savez, après 18 ou 19 réunions de négociation avec le patronat, une reconnaissance effective que dans certains métiers, cette espérance de vie est inférieure de l'ordre de 7 années. Toutes les expertises sont d'accord pour le reconnaître, qui justifie un droit au départ en retraite anticipé. Donc ne prenons pas l'allongement de l'espérance de vie comme étant
un espèce d'automatisme par lequel il faut condamner chaque salarié à devoir travailler plus longtemps. Bernard Thibault, justement, si cette notion de pénibilité et de discrimination de l'âge de départ à la retraite était, par profession, était intégrée dans la négociation, soit avec le patronat, soit avec Xavier Bertrand, est-ce que là, vous seriez moins inflexible sur votre position de principe de refus des 41 années de cotisation? Nous ne pensons pas, et nous l'avions dit en 2003, nous ne pensons pas que le raisonnement par annuité de cotisation soit le levier principal qui nous permette de solutionner la problématique d'assurer le financement. Même s'il y avait le paramètre de pénibilité qui était intégré, si ce paramètre-là était intégré, vous refuseriez les 41 années. Nous serons dans une impasse dès lors que l'on pensera des mesures qui aboutiront à demander à une population au travail réduite de subvenir aux besoins d'une population retraitée qui est en augmentation. Je veux dire par là, tant que nous ne modifierons pas fondamentalement le taux d'emploi de la population en âge de travailler, donc chez les jeunes et chez les moins jeunes, à l'autre bout de la pyramide des âges, il est vain de prétendre que le système de retraite par répartition sera consolidé en demandant uniquement à ceux qui sont au travail aujourd'hui de réunir les moyens financiers supplémentaires. Sur la pénibilité, si la pénibilité est prise en compte. Est-ce que ça pourrait débloquer redébloquer le processus de négociation? C'est une revendication que nous avons depuis 2003. Je vous rappelle qu'au moment de la réforme de 2003, le gouvernement de l'époque et la majorité de l'époque nous a renvoyé à une négociation avec le patronat pour justifier le non-traduction dans le texte législatif de l'époque. Nous avons fait le bilan de la négociation en disant au gouvernement, après 19 réunions sur 2 ans et demi, nous estimons que nous sommes dans une impasse, pour une raison simple, c'est que le patronat refuse, dit-il, de mettre 1 euro dans un système qui reconnaisse la pénibilité des métiers. Et nous ne sommes pas d'accord pour que ça soit la solidarité nationale qui vienne financer un dispositif qui, dès lors qu'il y a des métiers pénibles, revient de la responsabilité des employeurs. Donc, il y a une revendication particulière, mais ça ne veut pas dire que si elle était satisfaite, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, ça remettrait en cause notre approche globale sur l'inadéquation qu'il y a entre le raisonnement durée de cotisation comme étant le seul levier sur lequel il faille agir pour sauver le système. Rémi Barou. Bernard Thibault, en 2003, vous étiez contre la réforme des retraites, la CFDT était pour et l'a soutenue. Aujourd'hui, vous allez tous manifester ensemble le 22 mai. Est-ce que cette manifestation unitaire repose sur des constats, des propositions communes où les divergences restent? La CFDT continue à dire qu'elle n'est pas contre l'augmentation de la durée de cotisation, alors que vous êtes contre. Quelle solidité de cette riposte unitaire? Écoutez, il va y avoir 10 organisations. Aujourd'hui, il y a 10 organisations qui appellent à manifester le 22 mai. Les 5 confédérations syndicales auxquelles se sont joints, ils l'ont déclaré depuis, des organisations non confédérées que sont l'UNSA, Solidaire, la FSU, et des organisations de jeunesse, l'UNEF, Mouvement étudiant, et la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne. Donc on voit que la sensibilisation sur cette réforme des retraites est en train de s'élargir. Et j'espère d'ailleurs que ce rendez-vous du 22, après le 1er mai, on va peut-être s'en dire un mot, mais sera un rendez-vous commençons par le premier important qui sera de nature à ramener le gouvernement à des discussions. J'ose à peine maintenant parler de négociation parce que c'est apparemment un gros mot dans le dictionnaire du gouvernement que de revendiquer des négociations. Il y a de la concertation, mais surtout pas de négociation sur le sujet. Je rappelle qu'en 2003, il y en avait une, puisque le gouvernement s'est targué d'avoir obtenu un accord. S'il y a un accord, c'est bien qu'il y a eu une négociation. Pourtant, il y a quelques jours, on a entendu à la télévision Nicolas Sarkozy vanter les vertus de la démocratie sociale, rendre hommage aux syndicats et aux vôtres en particulier. Il y a beaucoup à faire, mais ce n'est pas parce que le président de la République se dit satisfait, et on peut comprendre pourquoi. Il y a beaucoup d'efforts à faire pour essayer de convaincre nos concitoyens que la situation est satisfaisante. Donc je comprends qu'il cherche des points d'appui dans le bilan de sa politique. Des progrès réalisés par les syndicats, dont le vôtre. Moi, certes, mais c'est un hommage qui n'est pas courant de la part du chef de l'État à l'égard de la CGT. Ça vous a fait plaisir ou ça vous a gêné? Moi, j'ai plutôt des comptes à rendre du côté des adhérents de la CGT et ceux qui la mettent en avant à l'occasion des élections professionnelles. Ce que j'attends du chef de l'État, c'est qu'il écoute davantage les revendications que nous présentons
au nom des salariés, et pas uniquement de se satisfaire de positions qu'il est capable de saluer, mais qui nécessitent en même temps des traductions législatives. Si on parle du débat sur la représentativité syndicale, je ne sais pas si on aura le temps on en parlera, de l'évoquer. C'est important, car là, on se demande effectivement, puisque vous avez signé cet accord, si la CGT, comme l'écrivait d'ailleurs le Figaro sur une page, n'est pas en train de réaliser sa mue. Je lis, Bernard Thibault, que vous faites votre révolution silencieuse. Alors, je tends l'oreille. Exprimez-la. Je crois que ça fait à peu près un peu plus d'un siècle depuis que la CGT est née, que les observateurs attendent, commandent ces mouvements et cherchent à interpréter, de savoir. Avez-vous fait ou faites-vous votre mue? Non, on n'a pas besoin de mue. La CGT l'a toujours dit. Elle veut avoir un syndicalisme qui sache conjuguer plusieurs facettes de l'action syndicale. Jusqu'au compromis. C'est la proposition. C'est la mobilisation, parce que nous ne pensons pas, et la période aujourd'hui le montre bien, qu'en absence de mobilisation des salariés pour défendre leurs intérêts, nous soyons systématiquement entendus par nos interlocuteurs. La mobilisation. Mais la nouveauté, c'est éventuellement l'acceptation des compromis. La négociation. Et la négociation, naturellement, ça fait partie des missions syndicales que de savoir négocier sur la base d'un rapport signer de des force. accords, Mais bien ce que sûr, vous faites. Lorsque le résultat d'une négociation est considéré comme de nature à améliorer l'existant, je ne vois pas pourquoi nous devrions être hésitants à signer. La question étant d'être en face de résultats de négociation, et c'est pas suffisamment le cas de notre point de vue, qui soit de nature à améliorer la situation des salariés. On continue sur les retraites ou on passe à la représentativité syndicale? Eh bien, poursuivons sur la représentativité. Je crois qu'on a épuisé un peu au pro le je dossier. voulais Alors, il y avait quand même la mobilisation unitaire. unitaire. J'ai entre les syndicats. La déclaration des 5 confédérations acte explicitement que tous les syndicats n'ont pas forcément les mêmes propositions à défendre auprès du gouvernement pour solutionner à terme la pérennité du système de retraite par répartition. Et en même temps, il y a 4 ou 5 objectifs communs qui sont le socle de la mobilisation pour le 22. La retraite à 60 ans, la reconnaissance de la pénibilité, on l'a évoqué, toutes les organisations réclament la même chose. Le maintien du niveau des retraites, la pérennité du niveau des retraites, qui, selon toutes les organisations, n'est pas assurée avec l'approche gouvernementale actuelle. Nous allons vers une nouvelle diminution du montant des pensions versées si on suit la logique gouvernementale, et une action particulière de lutte contre la discrimination homme-femme à la retraite, ce que ne résout pas non plus l'approche gouvernementale. Donc on voit que même si chacun d'entre nous n'avons pas les mêmes propositions pour résoudre ces problèmes-là, nous avons quand même des revendications communes qui justifient cette mobilisation. Et commune. on vous verra donc ensemble dans la rue au mois de mai, à commencer par le 1er. On célèbre en ce moment les 40 ans de mai 68. Vous nous annoncez un joli mois de mai. Comment est-ce que vous évaluez le risque social? Moi, je pense, mais je l'ai déjà dit, et je ne suis pas le seul à dire que le mécontentement social qui perdure et qui se prolonge mois après mois, notamment du fait d'une non-écoute de la part des pouvoirs publics, aussi des employeurs, pour ce qui leur revient. Je remarque que les négociations salariales dans les entreprises ne sont productives, dans bien des cas, qu'à partir du moment où les salariés décident de manifester leur mécontentement, parfois de se mettre en arrêt de travail, et c'est à ce moment-là que l'on obtient des négociations avec des augmentations on l'a vu à 3, 4, 4, on l'a vu chez Coca-Cola, vous annoncez 5%, ce qui n'était pas à l'ordre du jour auparavant. Mais il faut aussi reconnaître que l'attitude et la politique économique et sociale du gouvernement participent à accroître une grogne sociale qui nécessite de s'exprimer sur un terrain syndical. J'espère que ce sera le cas par des manifestations, tout à fait honorables, de bon niveau le 1er mai. Il y a un autre rendez-vous qui est déjà programmé le 15, vous le savez, oui. Plutôt orienté pour les revendications propres à la fonction publique. Et nous avons donc de nouveau un autre rendez-vous, le 22, sur l'avenir des retraites. Quel mois de mai, en effet? Alors 40 ans après mai 68, quel risque social? Ah, ça, le risque social, moi je pense que le principal risque, si risque il y a, c'est que les salariés soient plus mobilisés pour être mieux entendus. Moi je l'ai déjà dit depuis plusieurs semaines, il faut que l'on parvienne, par exemple, à passer du slogan « travailler plus pour gagner plus » au slogan « il faut lutter plus pour gagner plus ». Je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qui doit être plus systématiquement à l'ordre du jour. Jean-Christophe. Oui, alors justement, en mai 68, il y avait un front commun CFDT-CGT. 40 ans plus tard,
Est-ce qu'on peut parler d'un front commun ou peut-être simplement, plus modestement, d'une alliance objective qui serait peut-être due au fait que vos seules deux organisations, CFDT et CGT, ont signé la position commune sur la réforme de la représentativité syndicale? Et je précise ma question, est-ce que la CFDT, avec le MEDEF, bien sûr, côté patronal, je précise ma question, est-ce que CFDT et CGT sont en train de tenter une OPA sur l'ensemble de la représentativité syndicale en France, puisque les trois autres organisations plus modestes ont refusé de signer ce texte? J'ajoute une question d'un internaute là sur nouvelops.com qui parle d'un déni de démocratie, puisque les petits syndicats sont écartés. On peut revenir, on reviendra si vous voulez un peu en détail ou sur cet aspect de cet accord. Vous rappelez 68 un mot, et notamment l'unité qui a existé et qui s'est traduite en janvier 66, 2 ans pratiquement avant les événements et la mobilisation, la grève exceptionnelle de mai 68. Près de 10 millions de salariés à l'époque. Est-ce pour ça que certains responsables politiques souhaitent effacer de la mémoire collective ou tenter d'effacer de la mémoire collective ce qui s'est passé en mai 68? Peut-être. Il y avait effectivement 10 millions de grévistes à l'époque. Vous en rêvez aujourd'hui? Non, c'est pas la question de rêve. Même si à l'époque, moi j'avais 9 ans et c'était effectivement la période des rêves à cette époque-là. Mais c'est vrai, et nous avons d'ailleurs dès hier, et votre chaîne d'ailleurs l'a retransmis, eu un événement commémorant cette période, pas simplement pour se rappeler les vieux souvenirs, mais pour essayer d'en tirer analyse pour la période contemporaine. Il est un fait, et rien ne le dément depuis 40 ans, lorsqu'il y a unité syndicale, il y a une force de mobilisation, une force d'entraînement qui donne davantage de poids à la défense des revendications. C'était vrai en 66, ça n'est pas considéré que l'accord CGT-CFDT est en soi le responsable des événements de 68, mais ça a aidé à ce que la mobilisation sociale progressivement prenne de l'ampleur, notamment durant l'année 67. Et nous n'avons cessé de dire, depuis cette période-là, même si ça fait 40 ans, oui, qu'à chaque fois qu'il y avait des unions syndicales, on l'a vu en 2003 sur les retraites, on l'a vu sur d'autres sujets, à chaque fois qu'il y a des unions syndicales sur un sujet, en règle générale, les salariés ne sont pas gagnants. Mais alors, Bernard Thibault, ce qui ne veut pas dire, pardonnez-moi, ce qui ne veut pas dire qu'il y ait aujourd'hui alliance entre tel ou tel syndicat. Par contre, il peut y avoir des sujets de convergence avec tel ou tel. Et s'agissant de la réforme attendue, revendiquée par la CGT, mais aussi par la CFDT depuis de nombreuses années, sur les règles applicables dans le dialogue social, c'est vrai que sur ce point-là, dès lors que nous étions convaincus, l'un et l'autre, qu'il fallait changer les règles, nos deux organisations ont travaillé depuis plusieurs années, vous le savez. Nous avons même fait des conférences de presse communes avec François Chérec pour présenter nos propositions. Nous avons travaillé ensemble aux propositions à soumettre à une négociation. Et nous avons débouché sur le relevé de propositions communes avec un certain nombre d'organisations d'employeurs. Ça n'est pas la reprise totale des propositions syndicales que nous avons mises sur la table. Je l'ai dit, il y a plusieurs lacunes dans ces propositions communes avec le patronat, mais nous considérons au final qu'il y aura plus de démocratie sociale et syndicale avec ces nouvelles règles si le législateur décide de prolonger de donner corps à ces propositions communes. Pourquoi ne pas avoir plaidé pour une grande élection nationale de représentativité? Écoutez, le principe sur lequel nous avons raisonné et sur lequel ces positions communes reposent consiste à faire en sorte que les élections professionnelles, à l'avenir, ne servent plus uniquement à élire des délégués du personnel, des représentants au comité d'entreprise, les élus de proximité dans chacune des entreprises, mais que ces suffrages aux élections professionnelles comptent à l'avenir pour déterminer le poids et la représentativité de chacun des syndicats. Avec une précision, et ça me permet de répondre à la question sur les petits syndicats, avec le déni de démocratie. Aussi, non, une modification dans le droit qui est suggérée, qui est d'ouvrir à la liberté des candidatures syndicales dès le premier tour des élections professionnelles. Alors qu'aujourd'hui, cette possibilité est réservée aux 5 confédérations syndicales dans la plupart des cas, pour ce qui est des organisations reconnues représentatives au plan national. Il y a donc à la fois une ouverture sur le pluralisme syndical, mais aussi des dispositions qui prévoient qu'à l'avenir, pour négocier
au nom des salariés dans une entreprise, une branche professionnelle ou au plan national, il faudra avoir obtenu par les élections professionnelles un niveau de voix dans chacune de ces élections suffisant pour prétendre représenter tous les salariés. Alors c'est vrai que par rapport à la situation d'aujourd'hui, pardonnez-moi, mais c'est important. Certains syndicats considèrent que ils n'auront plus la même place et la même influence. Mais la question, c'est de savoir, veut-on des représentants et des acteurs qui aient une pleine légitimité incontestable? Et la seule manière de faire en sorte qu'ils aient une légitimité incontestable, s'agissant de syndicats, c'est de demander l'opinion des salariés. Nous sommes là pour représenter l'opinion des salariés. Voilà, alors là, vous défendez vraiment une réforme, là, hein, vous la défendez avec cœur. Cette réforme, son succès sera basé sur une CGT réformiste. Attendez, moi je pense que ce mécanisme-là, de toute façon, tous les syndicats ont à gagner en France par des mécanismes qui raffermiront les liens entre salariés et représentation syndicale. Nous ne sommes pas satisfaits de la situation actuelle. Bernard Thibault, pourquoi est-ce que vos collègues des autres syndicats ne comprennent pas ça? Ni FO, ni la CFTC, ni la CGC, ni même l'UNSA, ni même Solidaire, qui prétendent entrer dans le club des syndicats représentatifs, ne voient les choses comme vous. Ils disent cet accord va nous empêcher d'exister et va corseter la démocratie sociale. C'est un Yalta entre la CGT et la CFDT. C'est tout à fait faux. Alors, de là, bon, naturellement, si on considère qu'il faut produire un texte au nom de la démocratie qui reconnaisse que chaque syndicat dans notre pays, parce qu'il existe, a autant d'influence que tous les voisins, on n'est pas d'accord sur la même conception de la démocratie. Jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours osé de faire un parallèle entre démocratie politique, démocratie syndicale, mais j'ose cet exercice-là. En matière de démocratie politique, dès lors qu'il y a des institutions dans lesquelles doivent siéger des élus, il y a des procédures qui reposent sur le vote démocratique, où des candidats se soumettent à des suffrages, et à ce moment-là, à partir du principe majoritaire, il y a des élus, des non-élus. Et c'est la démocratie qui fonctionne. Pour quelle raison, en matière de représentation sociale, syndicale, on ne devrait pas mettre en œuvre des mécanismes de démocratie? Donc, il est faux de considérer que les règles suggérées, les nouvelles règles suggérées, encore une fois, je le dis avec réserve, dès lors qu'il va appartenir au législateur de décider des suites. Et j'espère, et j'attends naturellement, que le législateur donne suite aux propositions communes, qu'il n'y ait pas une espèce de de calendrier, de jeu de rôle, et qu'on reste encore pendant des années avec les mécanismes actuels. Mais moi, je contesterai toujours, comme nous avons contesté le décret de 66, qui a administrativement décidé qu'il y avait 5 syndicats qui pouvaient chacun d'entre eux négocier au nom de tout le monde, sans jamais demander l'avis des salariés concernés. Je contesterai tout autre décret qui dirait demain, il y a 6, 7 ou 8 syndicats qui, sans, encore une fois, demander l'opinion des salariés, sont habilités à négocier sur le temps de travail, la rémunération, le droit du travail, au nom de salariés, sans jamais leur demander leur avis. D'autres sujets peut-être. Oui, Bernard Thibault, revenons un peu au fond. On parlait tout à l'heure du joli mois de mai et de la mobilisation sociale que vous espériez forte. Mais êtes-vous sûr que l'opinion publique vous suive sur tous les sujets, sur tous les dossiers, et notamment, je veux parler de la réforme de l'assurance chômage, avec notamment le renforcement du contrôle des chômeurs sous certaines conditions. Le Parisien, aujourd'hui en France, vient de publier un sondage montrant que 60%, voire plus, des sondés de la population française étaient plutôt favorables à cette réforme. Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez pouvoir aller contre l'opinion publique sur des sujets de réforme aussi importants? L'opinion publique, il faut, notamment lorsqu'elle est, mise en avant par ces sondages interposés, il faut toujours bien examiner les choses. Les 60% dans le sondage qui est paru ce matin ne me surprennent pas, vu la question qui a été posée. Oui, une question simple. Hein. Oui, mais dès lors qu'on rentre dans le détail, vous vous apercevrez que le débat peut être un peu plus contradictoire sur ce qui est acceptable ou non acceptable en termes d'offres valables d'emploi. Pour vous, l'État dit il n'y a pas de droit sans devoir, là vous êtes d'accord? Tout à fait, mais ça a été un sujet il y a quelques instants, puisque je sors d'un entretien avec Madame Lagarde au ministère de l'économie, justement en perspective d'une réunion qu'elle organise avec l'ensemble des syndicats et du patronat, sur la future négociation de la convention d'indemnisation du chômage. Et notamment sur une polémique entre nous, sur la nécessité justement de définir l'offre
valable d'emploi qu'un chômeur est susceptible de devoir accepter. Déjà, vous êtes prêt à négocier sur les modalités du principe. Mais ça attendez, veut dire que vous êtes d'accord sur le principe. Aujourd'hui, un chômeur a des obligations. Il faut pas laisser entendre aujourd'hui que des chômeurs... tellement rigides, paraît-il, que c'est très peu appliqué. Paraît-il, mais quand on n'est pas privé d'emploi, c'est toujours difficile de se mettre dans cette situation-là. Vous êtes d'accord pour préciser les devoirs des personnes qui demandent un emploi? Oui, mais ce que nous ne sommes pas parvenus à faire, par exemple... Avec Madame Lagarde, par exemple. Avec les employeurs. Oui. Et c'est pour ça que nous avons j'ai mis en garde le gouvernement sur cette tentation de se substituer à la négociation avec les employeurs. Je trouve anormal que s'agissant de la définition de l'offre valable d'emploi, sujet que nous devons discuter avec les employeurs, parce que, en tant qu'organisation de salariés, nous continuerons de contester qu'au motif qu'on est privé d'emploi, licencié par exemple, demain, on puisse se voir contraint d'accepter un emploi qui se situe, je ne sais, à 100 km, rémunéré, dit-on, à 60% du salaire antérieur. Pour nous, une offre valable d'emploi doit correspondre à la qualification du salarié concerné, son ancienneté, quel niveau de rémunération avait-il auparavant, quel niveau de rémunération le nouvel emploi. Il a parlé de 95% de l'ancien salaire, donc il est un peu plus généreux J'ai aussi entendu des représentants du gouvernement parler de 70%. Une baisse, oui, mais... Vous demandez combien, vous? Tout ça nécessite clarification. Il y a aujourd'hui un article du Code du travail qui prévoit les obligations des chômeurs. Si on doit modifier cette législation, je rappelle qu'il y a une loi qui prévoit aussi qu'avant que le gouvernement modifie le Code du travail, il doit soumettre le sujet à la négociation. Or, j'ai mis en garde, compte tenu des déclarations qui sont faites en ce moment par les différents ministres, de la tentation de légiférer dès maintenant sur un sujet qui doit être un objet de négociation dans le cadre de la Convention d'indemnisation du chômage. Que vous a répondu Madame Lagarde? Elle entend l'argument, mais en même temps, je ne suis pas sûr qu'elle soit réceptive. Alors, il y a une réunion avec toutes les organisations le 6 mai prochain. J'espère que ce sera un moment de clarification, et en tout cas, j'ai insisté pour que ça soit le cas. Rémi? Alors, dans le cadre d'une négociation que vous auriez entre partenaires sociaux sur cette offre valable d'emploi, est-ce que vous êtes prêt, par exemple, à accepter le principe d'une offre qui serait progressive en fonction de la durée dans le chômage? On accepterait une offre plus loin de ses désirs initiaux. Progressive ou dégressive? Voilà, dégressive selon le point de vue. Mais est-ce que vous seriez prêt à envisager une définition qui soit modulable en fonction de sa durée de chômage? Mais ça ne doit d'ailleurs pas être modulable qu'uniquement en fonction de la durée de chômage. On voit bien l'approche politique qu'il y a aujourd'hui. Ça consiste à laisser à penser que s'il y a beaucoup de chômeurs, pour une partie non négligeable d'entre eux, c'est parce que beaucoup de salariés français seraient des fainéants, qui n'accepteraient pas de prendre les emplois disponibles. Et en plus, on affiche, je le dis au passage, des chiffres dits d'emplois disponibles qui sont complètement fantaisistes. J'ai demandé cet après-midi au ministre de l'économie qu'on nous donne la liste des 500 à 600 000 emplois dits disponibles aujourd'hui. Il parle de 300 000. C'est de la fantaisie. J'ai proposé, pour que chacun puisse se rendre compte, si c'était le cas, on demande à chaque employeur qui aujourd'hui a une demande d'emploi non satisfaite dans son entreprise de le signaler avec un écriteau à l'entrée de l'entreprise. Et chacun pourra voir dans les rues, dans les boulevards, quels sont les endroits où il y a tant d'offres d'emploi non pourvues. J'ai aussi attiré l'attention que bientôt, si on suit les 2 courbes officielles que nous présente le gouvernement, il va y avoir plus d'emplois non pourvus qu'il n'y a de chômeurs recensés. Ça va devenir assez ubuesque de défendre cette position-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est très hasardeux de vouloir uniformiser les devoirs que tout chômeur devra respecter. Pourquoi? L'offre valable d'emploi, elle doit se penser et se négocier aussi en fonction des branches professionnelles, de la qualification professionnelle. La mobilité géographique n'est pas concevable suivant que vous êtes ouvrier ou cadre. Vous n'avez pas les mêmes marges de mobilité économique si vous avez un faible revenu ou un fort revenu, en fonction des contraintes familiales, en fonction d'un certain nombre de paramètres. Donc oui, c'est un sujet de négociation avec les employeurs. Pour l'instant, ils ont toujours refusé d'aller précisément sur une meilleure définition des droits qui doivent être respectés par les salariés. Mais là, nous sommes, en tant que syndicat de salariés, nous
pour être vigilant à ce qu'on ne contraigne pas les salariés à accepter une forme de dumping social. Beaucoup de chantiers vraiment sont ouverts. Bernard Thibault, justement, vous parliez à l'instant de votre rencontre avec Christine Lagarde sur la convention d'assurance chômage. Est-ce qu'elle vous a suggéré, par exemple, dans la future négociation aussi, de rétablir la dégressivité des allocations pour les chômeurs? Et est-ce qu'elle vous a également suggéré de supprimer la dispense de recherche d'emploi à compter de 57 ans et demi? Non, ça n'a pas été abordé cet après-midi, mais ça a été abordé avec Monsieur Bertrand lors de la rencontre sur le projet retraite, enfin projet intention du gouvernement sur les retraites. Il n'y a pas un projet en bonne et due forme. C'est effectivement la possibilité de cumuler emploi et retraite. C'est donc la fin de la dispense de recherche d'emploi. Ce qui, dans certains cas, va créer des blocages sociaux très importants. Non pas que nous soyons pour considérer que c'est une solution, mais on ne peut pas faire abstraction, et d'ailleurs les employeurs auront du mal à faire abstraction au fait qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a des plans de restructuration, des annonces de fermeture d'entreprise, une des solutions qu'ils préconisent pour que ça soit socialement digeste, c'est d'avoir des mesures pour les 55, 56, 57 ans, qui notamment dispense de recherche d'emploi les plus âgés. Si demain, en plus, on demande aux seniors de devoir accepter à 57, 58 ans un emploi à 100 km payé 20 ou 25% moins cher, je pense qu'il va y avoir de l'animation dans le pays. Et c'est ce que beaucoup acceptent déjà, concrètement, vous le savez, sur le terrain. Quand mais les seniors recherchent un emploi, ils acceptent souvent une forte décote de leur salaire. De là en faire un système qui soit validé en termes d'obligations pour les salariés, qui légitimerait, encore une fois, une forme de dumping social organisé et administré, il y a quand même une marge. Bien sûr. Vous venez de l'évoquer, Bernard Thibault, les deux dossiers retraite et assurance chômage sont connectés. Est-ce que vous êtes, comme la CFDT, prêt à envisager une baisse des cotisations chômage et leur transfert vers les cotisations retraite, ce principe de vase communicant? Ou est-ce que vous êtes hostile? Ça, c'est un point que nous avons traité cet après-midi avec la ministre de l'économie pour redire que, de notre point de vue, d'une part, il était absolument injustifié que le gouvernement laisse entendre qu'il a déjà décidé du sort de fonds qui relèvent du fonctionnement d'une structure paritaire. Le montant des cotisations sur l'indemnisation du chômage, leur destination, quels doivent être les bénéficiaires, en l'occurrence le type de privé d'emploi. Je rappelle qu'un chômeur sur deux n'est pas aujourd'hui indemnisé par le système collectif d'indemnisation du chômage. Il n'est anormal que le gouvernement laisse entendre qu'il déciderait en lieu et place d'une structure qui est faite pour prendre les décisions. Et en plus, et ça nous l'avions dit à M. Bertrand, là, utiliser les fonds dits de l'UNEDIC pour, je dirais, alimenter les besoins financiers concernant le système de retraite. La première vocation... C'est un système de vase communicant. C'est-à-dire il baisse les cotisations chômage et parallèlement... C'est pas le gouvernement qui peut décider de baisser les cotisations chômage. Il n'y a rien de positif qui est sorti. C'était indiqué dans la loi de Fillon, cette perspective de financement par une amélioration de l'emploi. À ce moment-là, ça veut dire qu'on change le système de gestion de l'animation du chômage. Ça relève complètement de l'État qui prend tout à sa charge. La définition des droits, des missions, d'ailleurs en faisant la fusion à NPE, UNEDIC, c'est quand même vers ça que l'on va, mais là il pousse l'exercice un peu plus loin, c'est dire que le système paritaire de gestion de l'UNEDIC est mort, si c'est ça. Ma question, est-ce que vous seriez prêt, la CGT, à accepter ce transfert, au-delà de qui doit le décider? Non, nous considérons déjà, et je vous l'indiquais par la proportion, notamment, du nombre de chômeurs aujourd'hui indemnisés par le système collectif d'indemnisation du chômage, 1 sur 2, ça n'est pas le moment pour considérer qu'au motif qu'il y a des excédents, on peut en faire autre chose que déjà, selon nous, d'améliorer le sort fait à ceux qui sont encore privés d'emploi. Parce qu'il y a plusieurs millions de salariés qui sont privés d'emploi. Je sais bien que le gouvernement a des pronostics très, prometteurs en matière de réduction du chômage, mais en attendant, il y a des millions de salariés qui sont privés d'emploi. Rien de positif n'est sorti de votre entretien avec Madame Lagarde, on le comprend. Je ne peux pas dire ça, puisque c'est une réunion de préparation d'une rencontre patronat, syndicat, gouvernement qui doit avoir lieu le 6. Là, je vous fais part des remarques et des critiques que j'ai émis cet après-midi.
dit, je ne fais pas, ça m'est parfois reproché, de procès d'intention pour savoir s'il y aura des conclusions positives à notre entretien. Yannick parlait il y a un instant de la réception par l'opinion publique des propositions, des revendications de la CGT. Il y a un point sur lequel la CGT se montre inflexible, c'est la réforme des ports. Il y a la question d'un internaute sur novalops.com. C'est Marie-Christine qui vous pose cette question. Monsieur, comment se fait-il qu'un homme de votre poids encourage tout ce qui peut porter préjudice à la compétitivité de l'économie française? En tant que Marseillais, je vous accuse de couler l'économie de la région en cadenassant le port et le transport maritime. Oui, je sais bien que c'est un sujet très à la mode à Marseille. C'est d'ailleurs. Ah, pas seulement, hein, il y a des grèves encore aujourd'hui au Havre. C'est sans doute pas un hasard si le Premier ministre, M. Fillon, s'est rendu à la demande de M. Gaudin, maire de Marseille à l'époque, dans la période de campagne des élections municipales, et toujours maire, pour venir annoncer avec beaucoup d'effets médiatiques à Marseille l'intention du gouvernement de procéder à une loi sur les ports, parce que Marseille est en déclin comme tous les ports français. Ayant comme conséquence de changer le statut d'un certain nombre de personnels pour les faire passer du public au privé. Naturellement, et cela fait des années que nous souhaiterions qu'un gouvernement réfléchisse au développement de l'activité portuaire. Mais nous contestons, dans ce domaine-là, comme dans un certain nombre d'autres, que ça soit le statut des personnels, quelques milliers de personnels, qui justifie la place économique des ports dans la géographie européenne des transports maritimes. On accuse le manque de compétitivité, vous le savez. Oui, mais la compétitivité d'un port ne s'évalue pas uniquement par le statut social d'un certain nombre de ses personnels. Ça, c'est tout à fait, c'est une analyse que nous contestons. La réforme des dockers a eu quand même un effet positif sur certaines activités du port du Havre, notamment. Donc, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de cette logique? Est-ce que vous trouvez normal, par exemple, que le port de Barcelone, qui ne peut plus faire face à une demande explosive, doive sous-traiter des activités à Montpellier? Nous avons toujours dit, et le gouvernement le sait, que nous étions ouverts à la réflexion stratégique quant à la place qu'occupent les ports français dans le transport international, européen et y compris national. Il y a y compris des réflexions et nous avons de multiples propositions d'interaction entre le trafic maritime, ferroviaire. On ne peut pas à la fois parler de développement durable et rester dans cette compétition intermode. On dit d'ailleurs que normalement on doit, et le gouvernement veut faire un effort sur une complémentarité des modes plus sûrs, etc. Le maritime doit occuper une autre place. On ne veut pas avoir cette réflexion principalement sur la stratégie. On veut, sur une espèce de symbolique politique, marquer qu'on aura mis un coup à quelques salariés qui ont un statut protecteur, qu'on continue de présenter comme des privilégiés et qui seraient les responsables du déclin des trafics des ports de notre pays. Nous contestons cette appréciation-là. Ce qui ne veut pas dire que la CGT n'ait pas de proposition pour améliorer la place des ports dans notre économie. Mais justement, n'avez-vous pas souffert de ce déficit de compréhension de l'opinion publique, notamment sur la question des régimes spéciaux? Est-ce que ça n'a pas été un des points faibles de la lutte que la CGT a menée et le fait que la réforme a été à son terme, comme Nicolas Sarkozy l'avait dit? Non, je ne pense pas que la réforme ait été à son terme, comme Nicolas Sarkozy l'avait annoncé. Je ne pense pas que les résultats, au final, seront ceux que le gouvernement s'était donnés au départ de cette négociation. Vous confirmez, selon vous, c'est une réforme qui va coûter plus cher qu'elle ne va rapporter? Je n'ai pas les chiffres à ma disposition, mais je ne pense pas que le résultat sera à la hauteur des ambitions qui étaient celles du gouvernement au départ et du chef de l'État en l'occurrence, parce que le mouvement a été d'une certaine efficacité quant à ce qu'il a fallu négocier au fil des mois. Alors cette réforme, c'est une victoire pour la CGT, c'est ce que vous nous dites? Et ça appartient au personnel concerné de l'apprécier, mais moi je considère, il y a déjà eu plusieurs séquences qui nous ont permis, notamment des élections professionnelles qui sont intervenues à la SNCF notamment, qui ont confirmé très largement la place de la CGT, qui me laisse à penser que l'appréciation des personnels, sans être totalement satisfaite, je dirais, d'une modification des règles, parce que loin est encore, tout n'est pas encore réglé. La question de la pénibilité qui, si elle n'est pas reconnue dans le secteur privé, forcément ne perdurera pas dans le secteur public, et on l'a dit d'ailleurs au gouvernement. Si vous avez l'intention, non seulement de laisser le patronat ne pas reconnaître la pénibilité des métiers dans le privé, mais en plus de remettre en cause un certain nombre de droits qui existent encore dans le public, il ne faudra pas vous étonner que de nouveau des mobilisations se fassent sur ce niveau. Donc moi je pense que dans le contexte qui a été celui que nous avons traversé ces derniers mois, pour affronter ce sujet qui était un sujet de tension
fort avec le gouvernement. Je pense que nous avons pris nos responsabilités et qu'au total, en tout cas les personnels l'apprécieront, les résultats ne seront pas mauvais. Allez, on va vous suivre tout au mois de mai, donc Bernard Thibault. Il y a d'autres combats qui sont engagés. On n'a pas eu le temps de parler des salariés sans-papiers, la fusion des aides sociales, le RSA, le démarche commune sur les sans-papiers. Est-ce que vous craignez que la France passe en seconde division sur le plan économique, comme nous l'a dit le chef de l'État? Je ne sais pas si on est en seconde division. On est déjà très loin. On est un peu dernier de la classe sur plusieurs des paramètres. Salaire moyen en Europe, on est au 14e rang. Par contre, on est au premier rang sur le niveau de rémunération des employeurs. On est le premier rang européen. Juste un mot pour dire que sur les sans-papiers, nous venons de faire une démarche commune auprès du Premier ministre pour qu'il accepte le principe d'une table ronde sur le sujet. Merci à tous. La CFDT, la CIMAD et la Ligue des droits de l'homme. Merci Bernard Thibault. Merci à tous. Bonsoir.